Je suis encore ce mot. Je voudrais juste demander s'il y a une sorte de matérialisme dans tout cela. Donc, je pense à la corporéité de l'œuvre, de la différence, voilà, érection de quelque chose de corporel, voilà. Parce qu'il dit de vous que vous êtes un matérialiste post-déconstructif, et je me demande s'il y a un matérialisme dans la déconstruction elle-même. Donc, d'abord, pourquoi ce poste concernant vous, et s'il y a vraiment un matérialisme dans la déconstruction elle-même. Et oui, bien sûr, sauf que je dirais, il y a de la matière, oui, il n'y a que ça, il n'y a que ça. Il n'y a pas de matérialisme, il n'y a pas d'isme, il n'y a pas de profession. Mais chez vous, est-ce qu'il y a un isme? J'espère que non. Mais voilà, c'est... Ni matérialisme, ni idéalisme, ni quoi que ce soit, ni hégélianisme, ni déridisme, ni rien, non, pas d'isme. Ou peut-être seulement, s'il était là, il dirait l'isme avec TH. Bon. Et on repartirait vers la péninsule, tout ça. Non, c'est... Mais matière, je dirais, matière, c'est ça, peut-être. L'intérêt, peut-être, un des intérêts de Glas, et de quelques autres textes de lui avec ça, c'est que je dirais que c'est un texte, voilà, exaspéré. C'est un texte qui s'exaspère lui-même, parce qu'il est au bord, vraiment, je sais pas, c'est ça qu'on sent quand on lit, il est au bord de ça, de la chose. Il est presque, à la fois, il est content, il jouit d'entasser tous ces mots, mais justement, l'entassement des mots, et au fond, toute l'affaire du glue, hein, avec tout ce qui s'ensuit, et vous voyez qui aboutit à la glue de la différence, car dire que la différence glue est une glue ou en glue, c'est faire plus que de préciser le concept de la différence. C'est renvoyer à quelque chose, à une matière collante qui est, je dirais, qui n'est pas autre chose que l'épreuve du sentiment de soi exaspéré et jubilant de cette exaspération, mais en même temps s'exaspérant de sa jubilation. Voilà, ne fait que toujours le renvoyer plus loin. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui forcément se tient au bord, vraiment sur le bord de la philosophie et donc du isme en général. Donc voilà. Bon. Enfin, quant au poste, pour moi le poste déconstructionniste, je pense, parce qu'il faut encore l'interpréter, mais bien entendu c'est complètement double. Bon, d'un côté c'est critique. Ça veut dire, ah mais tu ne fais pas, tu ne respectes pas toutes les lois, s'il y en a, hein, bien sûr, mais bon, de la déconstruction, c'est-à-dire en particulier, parce que ce qu'il a toujours dit de moi, il dit, tu prends des gros concepts comme ça, et tu fais attention à rien, tu parles de liberté, tu parles de sens, bon, voilà. C'est comme quand je lui ai dit, au téléphone, je lui ai dit, mon prochain livre, ça s'appelait Le sens du monde. Il dit, ah mais toi, t'es gonflé. Gonflé parce que c'est sans prudence, sans précaution, c'est bon. Ça, c'était d'un côté. De l'autre côté, c'était au contraire une manière de reconnaître quelque chose qu'il demande lui-même, c'est-à-dire, et que Fernanda a mis en exergue de ce colloque, ne pas s'arrêter à la déconstruction, ne pas identifier la déconstruction. Et donc à ce moment-là, bon, je sais pas, oui, il a dit ça parce que
parce qu'on n'a pas arrêté de parler de post quelque chose, et je trouve que toutes les appellations en post sont des choses horribles. Parce que ça accroche à ce qu'il y avait. Alors, il y a eu le post, je crois que ça a commencé avec le post-moderne, oui, puis alors le post-moderne, lui, il a eu la chance que Lyotard lui a fait, on a fait un concept, mais autrement, le post-moderne, post-structuraliste, ça veut dire, ça vient après, c'est aussi une manière de dire, c'est quand il n'y a plus rien. Mais en un sens, moi j'aimerais bien être post, mais vraiment post, qui est plus, voilà, qui est plus. C'est ce qu'il cherche Danglars d'une certaine façon. C'est quand même, hein, ce qu'il cherche, c'est faire passer Hegel dans Genet dans Hegel, de tout brouillé, et quand on lit attentivement Hegel, c'est justement la colonne Hegel, c'est une lecture qui, à la fois, veut toujours montrer comment ça se referme, ça se relève, etc., et en même temps, comment, chez Hegel lui-même, ça excède la relève elle-même. Juste un mot, j'ai pris cet isme justement comme un discours qui s'organise autour de quelque chose de matériel, disons. Je ne sais pas si mais bien sûr, et bien sûr, il faut que ce soit, bien sûr, c'est un discours aussi, et même on peut dire le défaut de ce que je fais là, c'est de remettre un peu plus de discours. Je ne sais jamais d'ailleurs, simultanément, je trouve qu'il y a trop peu de discours et que peut-être on ne comprend rien, surtout les gens qui ne sont pas un peu familiers avec Glas et comment ils sont perdus. Bon. Mais en même temps, je ne veux pas arriver et dire maintenant je vais vous expliquer Glas. Ce que d'ailleurs personne ne sait ce qu'il y a à faire. Il y a Laura. Bien sûr. Juste un petit mot. Je crois que le temps, la conception du temps, la temporalité, dans ce qu'on dit être la déconstruction, impossibilite absolument de penser le poste. Parce que, donc, post-structuralisme, post-déconstruction, ça ne fait pas aucun sens pour la pensée du temps dans la déconstruction. Et après, j'aimerais juste ajouter une toute petite chose à propos de quand Jacques Derrida, dans Le toucher, j'ai lu ici, dit qu'il est qu'il se situe dans la post-déconstruction. Et à ce propos, je me demande, Jean-Luc, si une interprétation possible de ce post-déconstructeur, donc, ne passe pas justement par votre conception du sens, par votre conception de la liberté, qui, on n'a pas là la conception traditionnelle, ontologique, sémantique du sens, notamment. Votre conception de la liberté, elle n'est plus une liberté au sens autonomique. Donc, Jacques Derrida voulait peut-être vous dire que votre constitution, c'est la différence finalement. Ah non, parce que là, non, ça ne marche pas, ça. Non, parce que ça ferait retour, voilà. Il faut justement pas que le retour. Ah non, mais votre sens, comme vous dites. Mais ça, il le sait très bien, Mais il le sait très bien, mais en même temps, sens, il se sert jamais de ce mot. Oui. Hein? Sens mais encore, pour sens du monde, il m'a dit t'es gonflé. Mais avant, pour l'expérience de la liberté, et là je crois qu'il l'a dit à la soutenance de thèse, il a dit, quand même, au début j'étais très inquiet parce que de voir repris à l'effet de se représenter, c'était il y a maintenant, je sais pas, presque 30 ans,
C'était un moment, bon, aujourd'hui non, aujourd'hui c'est encore pire, hein, où le mot de liberté paraissait vraiment complètement confisqué par, par le libéralisme. Et donc, bon, voilà. Mais ça c'est une question de disposition, je dirais, affective, de tempérament. Lui, voilà, il a une espèce d'hyper susceptibilité aux mots, comme je dis. Voilà. Moi, je dis, non, liberté, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette saloperie là? Et après, il a fait la même chose avec moi, avec Peuple. On en a parlé, non, je crois. Parce que après j'ai fait toute une conférence sur le peuple, il me dit, je pourrais dire tout ce que tu viens de dire, mais pas avec le mot peuple. Alors je lui dis, d'accord, donne-moi un autre mot. Ah, il dit, je sais pas, c'est pas facile. Ah oui, c'est pas facile. Donc, oui, mais ça veut dire que d'emblée, lui, il était prêt à se mettre sur une limite où on va jamais pouvoir se servir, à la limite, d'aucun mot, hein, sans l'accompagner tout de suite de je sais pas quoi, peuple sans peuple, parle du X sans X, ou du s'il y en a, etc. Sauf évidemment, alors les mots, et encore, même les mots matériels, là, tous les mots sexuels, qui finissent par s'entortiller en virginité, par exemple. Bon, voilà. Tandis que moi, je suis beaucoup plus inconscient que lui. Voilà, c'est comme ça que je crois que je ramasserai. Lui, c'est une hyper conscience, constamment en éveil. Moi, je suis complètement endormi. C'est pas vrai, nous le savons bien. Non, mais ça, il faut savoir ce que ça veut dire être endormi. D'ailleurs, il écrit un livre sur le sommeil. Oui. Maintenant, oui, alors, voilà. D'abord, merci Jean-Luc, parce que c'était très bien. Ceci dit, il faudra se prendre, je pense tous, moi sûrement, le temps de relire avec son calme, son texte. De relire là, oui. Oui, de relire chacun son. Voilà, on aurait un peu la colonne que tu as justement érigée, la troisième colonne à côté de. Alors, ma question, je ne sais même pas si c'est une question, mais tout simplement peut-être une suggestion, je veux savoir qu'est-ce que tu en penses. Est-ce que, si j'ai bien compris, et c'est pas sûr du tout, est-ce que l'adoration, tu la rangerais du côté de la jouissance? Après tout ce que tu as dit. Moi, j'ai rien à faire. Là, moi, je me contente de rendre compte de ce dont j'arrive à rendre compte. Oui. Et là, évidemment, ça c'est évident. Enfin, alors, la rangée, c'est compliqué. Oui, on peut dire. Oui. Mais bon, je crois que là, il donne à peu près dans le texte, oui, finalement, tous les éléments pour ça, c'est-à-dire l'adoration. D'abord, je dois dire, parce que peut-être certains pensent, bon ben oui, l'adoration, il en parle parce que c'est dans Glab et parce qu'il a pris de Glab. Pas du tout. Quand j'ai décidé de travailler sur Glab pour ce 10e anniversaire, je suis tombé sur adoration. Et j'étais bien étonné. Et en plus, non mais il n'a pas connu l'adoration. Si, pourtant j'ai dû lui parler. Parce qu'il aurait pu me dire, mais j'ai parlé que de ça. Ça, c'est un syntagme d'Héridien très, très intéressant et que Alexander Garcia Duttmann analyse dans un texte qu'il va présenter à Paris au prochain colloque pour l'anniversaire de Derrida. Le syntagme, mais je ne parle que de ça. Et, parce que c'était très fréquent, et ça je me rappelle, c'est toujours les échanges sur les livres, je lui dis, mais j'écris un livre sur les saints. Les saints, EINS, il me dit, mais je ne parle que de ça. Je lui dis, bon, oui, bon, il y en a, mais enfin pas tant que ça maintenant. Mais justement, je ne parle que de ça,
tu ne parles que de ça, ça peut se prendre très sérieusement. À la fois, évidemment, il y a une volonté d'emprise, de marquage de terrain, mais en même temps, ça veut dire, si on me lit bien, même à la limite, chaque mot doit se faire comprendre comme renvoyant à toute une chaîne d'autres, et donc finalement, je suis imprenable, ce qui est ça. C'était beaucoup sa grande affaire, c'était aussi l'anglais, il le dit, ne l'attraperont pas. Alors, bon, pardon. Non, tu m'as demandé, oui, est-ce que, alors, l'adoration et la miséricorde. C'est pas fini la question, en fait, mais tu peux répondre. Mais c'est une question faite par plusieurs petits. Disons, si tu es d'accord de ranger l'adoration du côté de la jouissance, comme c'est ton signifiant adoration, et que tu l'as repéré, oui, tu dis c'est pas moi, mais tu as suivi ton signifiant, donc quelque chose là-dedans, oui. tu as suivre, disons. Donc, est-ce que tu rangerais ça du côté de la jouissance? Ça veut dire, si j'ai bien compris, si j'ai bien suivi, de l'écriture, c'est-à-dire la référence à Freud, etc. Et si c'est vrai ça, grosso modo, mais tu peux le dire, s'il n'y a pas un côté, une dimension hallucinatoire dans tout ça, c'est-à-dire la question de l'érection, la castration, le simu dont tu parlais, et la dissimulation dans le reflet, etc., simulacre de l'écriture, s'il n'y a pas déjà une hallucination dedans, et que donc, pour revenir à ton livre Adoration, là où tu dis il faut la distinguer de l'addiction, il y a un côté hallucinatoire, je me demande, est-ce que c'est pas aussi l'adoration? Et c'est difficile d'écarter d'une dimension hallucinatoire. Voilà, c'est ça la question, peut-être que c'est confus, peut-être que c'est... Moi, je dirais non, absolument non. Je refuse complètement l'idée même d'hallucination. Je ne sais pas de quoi on parle à ce moment-là. Parce que si tu dis hallucinatoire, tu sembles dire donc une représentation irréelle, une idée délirante. Non. Non, mais c'est que l'hallucination fait déjà partie de cette expérience. Quand tu parles de... Ah oui, mais alors si elle en fait... Je ne peux que dire je... oui, mais... En jouant, disons. En jouant, ben oui, ça c'est tout ce qu'il fait là, à la fois discrètement et efficacement à propos du jouer à jouir, qui est chez Genet et qui chez Genet justement se retourne. Je ne sais pas s'il est assez bien fait sentir parce qu'il faut vraiment citer, mais ce passage de Genet où il dit peut-être, donc c'est l'un qui dit à l'autre, peut-être que tu jouais à jouir, et puis pratiquement immédiatement après, et à ce moment-là, ton visage est d'un nimbe de sainteté, etc. Donc, oui, alors à ce moment-là, il faut bien entendu se demander s'il n'y a pas toujours du jouer à jouir. Que ce jouir soit l'écriture, ou sexuelle, ou que combine inévitablement les deux, et peut-être, je ne sais pas, encore plus que les deux. Alors, peut-être on pourrait le dire avec un mot qui n'est pas du tout un mot de Derrida, mais qui, je veux dire, extase, qui est un mot de Heidegger, qui est un mot de... Mais justement, je pense que lui, il a bien soigneusement évité tout le registre des ex. Mais, enfin, encore qu'il y a des appropriations. Mais si on prend extase comme pour l'instant, pour se guider, on pourrait dire c'est la logique qui est en question, c'est la logique générale de ce qui est, précisément, le être hors de soi. Et le être hors de soi compris, et c'est là, je pense qu'il y a le point de jonction entre Hegel et Genet, le être hors de soi étant
la condition même du soi. Là, si je me mets à faire un discours sur le glas, je pourrais dire qu'est-ce qu'il a trouvé dans Genet, Derrida. Alors, il a trouvé, du point de vue conceptuel, il a trouvé un type qui écrivait indéfiniment, en quelque sorte, sa propre vie, qui ne cesse pas d'écrire sa vie, ou même si ce n'est pas sa vie, d'écrire même des textes de temps en temps sur autre chose, mais toujours de façon absolument égoïque, pas égoïste ni égoïste bien sûr, mais égoïquement, mais en montrant au fond que cet égo-là n'est que dans l'extrême et proliférante extériorité de tout ce dont il parle, et d'une vulgarité, et d'une sexualité, et d'un risque, et d'une criminalité, et d'une exposition à la mort, etc. Eh bien, ça, c'est le, comme il le dit, c'est le cœur du cœur, sans doute, de l'affaire de la philosophie, c'est-à-dire de toute notre pensée depuis Hegel. C'est bien pour ça que c'est Hegel qui est là sur la célèbre. Et alors, on revient à ça, là-dedans, dans l'extase en général, on a affaire forcément au dehors d'un dedans qui ne peut jamais être à soi ou pour soi dedans, qui doit être dehors pour être pour soi. Mais quand il est dehors, donc il est dehors. Et alors son à soi, son pour soi, peut-être, certainement, en effet, ne peut que lui venir, alors si tu veux, comme une hallucination, mais cette hallucination est sa vérité. Elle est sa vérité. Donc c'est pour ça que le mot d'hallucination, alors décortiquons hallucination, il y a lumière là-dedans sûrement. Je ne sais pas ce que c'est que le hal au début. Enfin, je dirais plutôt une hallucination, voilà. Laissons hal, sous bénéfice d'inventaire lexical. Mais c'est... Voilà, et ça, c'est quelque chose qui est... mais qui est là, partout où la question du soi est un enjeu. Hein. Et alors, bon, adoration et jouissance, ce sont deux mots pour... peut-être pour dire les deux faces de ça. Adoration, c'est vers l'autre. Jouissance, ça semble être à soi. Hein. Mais on ne peut peut-être jouir que dans l'adoration. Même, bon là si on s'étend un peu du côté de la jouissance, on peut remarquer que même le héros sabien, qui pourtant jouit de la manière la moins reconnaissable du côté de l'adoration, parce que la jouissance du héros sabien, c'est un pour soi qui croit qu'il s'approprie vraiment. Bon. Mais en même temps, le héros sabien ne peut jamais jouir, enfin presque oui, jamais, sans gueuler « je jouis ». Et en plus, nom de Dieu, etc. Et c'est comme si, justement, s'il avait besoin, là pour le coup, d'une sorte d'hallucination, et qui n'est pas non plus une hallucination de... Il se le dit, il se l'écrit, et c'est ça qu'il se l'écrit. La limite étant justement par la destruction tendancielle complète de l'autre que cette jouissance doit accomplir, la jouissance, je dirais, se nie elle-même à ce moment. Mais j'y verrai une preuve de ceci que
je pourrais dire aussi tout glas, comme, encore une fois, j'ai quelques autres textes de Derrida, en particulier la carte postale, sur un régime tout à fait différent, mais on pourrait dire tout glas est comme une façon, c'est pour ça que je dis exaspérée, de se dire pour lui-même, de tenter de se dire à lui-même, de s'écrire à lui-même, de s'envoyer à lui-même et de se montrer à lui-même qu'il jouit. Et dans la lecture de Genet, hein, c'est très frappant, ça me fait penser quelque chose. Cette lecture de Genet, elle a quelque chose de remarquable aussi, c'est que c'est pas du tout de la critique littéraire, Dieu sait. Hein, mais c'est une lecture qui ouvre le texte, qui le déplie, qui fait fonctionner. Bon, quand on le lit là, c'est pas simplement comme lire Genet en attendant. Mais je dirais en même temps, c'est une façon de défier toute possibilité de critique littéraire en cherchant quelque chose qui est au fond, alors peut-être c'est un peu romantique, d'accord, mais qui est au fond de l'ordre de ce que Schlegel disait en disant qu'une véritable théorie du roman devrait être elle-même un roman. Voilà l'hallucination. Hein? Voilà l'hallucination. Cet effet inévitable. On ne peut pas l'écarter, on ne peut pas s'assurer que ce ne soit pas une hallucination. C'est ça que tout simplement je disais. Et j'ai relancé cette histoire à ton adoration, c'est-à-dire à l'adoration dont tu parles. Oui, mais là, tu vois, tu redis, on ne peut pas ne pas être sûr que ce ne soit pas une hallucination. Je dis, mais oui, mais bien sûr, mais pourquoi le problème? Parce que toi, tu dis que c'est pas hallucinatoire, l'adoration. Non, parce que hallucination comporte d'emblée une opposition à perception réelle. Oui, bien sûr. Et là, je dirais peut-être il faut se souvenir de cette chose très, très fine que Freud dit à propos de la religion. Dans l'avenir de l'illusion, hallucination, illusion. Et justement, Freud il était extrêmement subtil quand il explique qu'il faut faire la différence entre l'idée religieuse et l'idée délirante. Et il dit, l'idée religieuse n'est pas une idée délirante, parce que si c'était une idée délirante, bon, alors ça je ne sais plus ce qu'il dit, ça ne tiendrait pas à faire des religions. Bon. Une idée délirante, c'est vrai, alors mettons peut-être même de l'intérieur de la religion, c'est à quoi? C'est Jeanne d'Arc qui entend des voix. Une idée religieuse, alors peut-être, il faudrait retourner au texte de Freud, c'est une idée religieuse, c'est une idée qui n'adhère pas, comme ça, à la croyance, justement, dans l'effectivité de ce qui est perçu. Or, l'hallucination, c'est ça. L'hallucination, c'est si je dis « Ah, je vois Derrida qui apparaît à la fenêtre. » Bon, je suis halluciné. Mais si je me représente de ce que ça peut vouloir dire, je ne sais pas pourquoi, moi, imaginer Derrida ou n'importe où, ou Hegel, le nez paraissant à la fenêtre, comme Hegel qui parle quelque part d'une figure mystérieuse qui apparaît à sa fenêtre dans la nuit. Là, il est peut-être un peu en train de s'halluciner également. Il avait peut-être pris un peu trop d'une substance quelconque, mais il y a le point, le moment, je dirais, infime, on pourrait dire, avec Duchamp, inframince, dans lequel je ne crois pas. Je ne suis pas en train de me prendre... Parce que si je suis halluciné, alors, je dirais, je suis, moi, halluciné. Et voilà, et mon être à moi se réduit à cette hallucination.
Et alors, bon, en effet, c'est pas grand-chose. Tandis que s'il s'agit de cette nécessaire mise à distance qui n'est pas autre chose que l'absentement de soi au point même de son expérience, alors, donc, on peut dire, au fond, tout Glade, enfin, pris par ce bout-là, mais je crois que c'est important, ne parle que de ça. Comment est-il possible d'adorer l'événement initial, qui est l'irruption absolument explosive, dans laquelle tout disparaît totalement en apparaissant. Bon, et c'est à ça que s'adresse l'adoration. En même temps, d'ailleurs, que dans le texte de Glade, que l'adoration, c'est l'adoration de Derrida pour Genet, pour le texte de Genet. C'est pour ça qu'il dit, je ne sais pas où coller la tache jaune dans mon adoration. Ça, c'est l'adoration de Genet. Qui veut dire que le texte de Genet fonctionne pour Derrida comme un événement irruptif. Donc ça, c'est toute l'affaire de la littérature. Bon. Et donc, l'événement irruptif a lieu n'ayant pas lieu. Il a lieu dans sa propre annulation. Mais il a néanmoins assez lieu pour que l'adoration se tourne vers lui. Je ne sais pas, j'irais même je prends tout à fait très très loin de Derrida. Je prendrais Wittgenstein disant la création du monde, c'est que le monde existe. Il y a une sorte de tranquille adoration là chez Wittgenstein. D'ailleurs, c'est aussi à Wittgenstein que j'ai emprunté une citation où il parle de l'adoration comme l'état de l'esprit qui s'éveille. Ah. Et justement, qui s'éveille. Donc, il dort. Mais justement, s'éveiller, c'est juste. C'est pas encore être complètement dans vigilant. Eh bien, simplement ça, que le monde existe. Et que cela même, cette existence même, à la fois, je dirais, je l'adore, elle me fait jouir, parce que je suis dans cette existence, parce que j'y suis balancé, jeté. Et la question qu'ouvre Derrida, c'est mais comment peut-il y avoir un pour soi de l'adoration sans que, du coup, elle s'annule comme adoration? Alors il dit à ce moment-là, il dit, en effet, elle s'annule, et c'est ça l'anniversaire, bon. Mais elle ne s'annule pas dans le refermement, elle s'annule on pourrait dire, en persistant à être désajointée d'elle-même. Dans le sillage de ce que vient de demander Laura, je me demande, tu dis qu'on ne peut pas parler d'hallucination, mais par contre, il y a un mot que Derrida emploie dans le texte de Glade, qui peut-être serait une sorte aussi d'adoration, et c'est le mot « et moi », qui joue justement avec « moi », d'ailleurs. Ah oui. Bon. Ce serait plutôt un émoi qu'une hallucination, non, cette adoration, je pense. Ah oui. Ça, et moi, bien sûr. Oui, et moi, oui, tu as raison. Là, j'aurais dû quand même le faire revenir un peu avec le moignon. Oui. Parce que le moignon, du coup, c'est ça, c'est émoi. Un émoi, c'est. Il faut dire peut-être, bon, émoi, c'est un mot français pratiquement hors d'usage, mais qui est équivalent de émotion. Et donc, dans émoi, moi n'a rien à voir avec ego, mais à voir avec l'émotion, le mouvement, l'ébranlement.
Et c'est pour ça aussi, on peut dire, c'est ça qui est magnifique avec là, c'est que c'est une confusion totale, et en même temps, tout touche à tout. Alors, on peut dire, voilà, c'est un livre entièrement, mais tu as raison, sur l'émoi et sur l'ébranlement. Bon. On pourrait dire, voilà, parce qu'il est là en position, je ne dis pas qu'il le signale particulièrement, mais quand même, je pense que c'est vraiment important. Le Esgypt, dont il crédite alors vraiment Heidegger de lui donner la préséance sur l'être. Dans cette simple formule, on pourrait dire, Derrida, il a pris tout ce qui lui importe de Heidegger. Que le Esgypt, c'est avant l'être. Moyennant quoi, ensuite, Derrida, il ne s'est jamais occupé de l'être, il s'est toujours occupé du Esgypt. Alors, ça, c'est une chose. Mais là où Heidegger a traité le Esgypt d'abord il a essayé de le traiter justement comme selon la compréhension d'un temps non vulgaire, ce que ensuite Derrida lui aura reproché et démonté par M. Grammé. Mais surtout, alors même que Heidegger est peut-être, à part Spinoza, le seul philosophe qui fasse d'abord tout reposer sur de l'affect, hein, sur des dispositions affectives primordiales, alors même qu'il fait ça, le Esgypt n'est pas vraiment associé à ces affects. Bien sûr, il y est, on peut, à l'angoisse, mais justement d'abord toujours seulement dans cette tonalité. Bon. Alors, à cet endroit-là, vraiment, je pense que Derrida, c'est lui qui ressent le Esgypt justement comme un émoi. Quelque chose, ça se coupe. Tandis que Esgypt ne dit pas que ça se coupe. Esgypt, évidemment, tout seul, c'est plus calme. Je veux dire, ça donne. Tiens, ça donne. Et certainement que là, Derrida, il a bien deviné, je pense. Il ne le dit pas, je crois jamais, mais deviné quelque chose qui doit, en effet, rester derrière chez Heidegger. Heidegger dit ça donne, dans toute la générosité du don. Bien sûr, Heidegger sait bien qu'il n'y a pas de donateur, mais enfin, il ne s'est pas arrêté là-dessus. Tandis que Derrida, il s'arrête là-dessus, mais là-dessus, c'est-à-dire sur le don, justement, en tant que choc. Normalement, quand un don est vraiment un don, c'est un peu un choc. C'est pour ça que normalement, dans la socialité du don, il faut cacher son cadeau. Il faut le mettre dans une boîte, et puis après, voilà, ouvre ma chérie, tu vas trouver. La chérie, normalement, elle trouve ce que justement, c'est bien qu'elle a programmé insidieusement en avant. Bon, mais le don doit être surprenant. Enfin, toute une partie de l'analyse du don par Derrida, ça va dans ce sens-là. Eh bien, on pourrait dire, là, c'est justement quelque chose sur vraiment un don qui... D'ailleurs, il ne s'arrête pas sur le don. Encore une fois, il crédite Heidegger. Et ayant fait ça, bon, il développe, lui, quelque chose qui n'est pas tout à fait Esgypt, mais qui est plutôt ça jouit. Oui. Et ça jouit, ça brûle, ça explose, ça brille, etc. Oui. Non, parce que tu as parlé plutôt à propos de l'Esgypt, heideggerien, tu as parlé dans ton texte L'amour en éclat. Tu avais parlé des éclats, en fait, donc de cette contingence qui a aussi des petits chocs, un Esgypt qui se donne, donc, comment dire, sans réserve, donc sans capital, sans avoir un donateur, mais même
ça n'a pas un réserve encore à donner. Donc tout est donné déjà dans cet éclat, morceau par morceau, quoi, par le visage, pas au sens du visage, l'élimination de cette unité minimale ultime. On doit parler des morceaux de peau, morceaux de visage, tu as dit les scripts peut-être, quand Heidegger a parlé des scripts de lettres, ça peut-être les scripts. Donc maintenant, l'inquiétude de Derrida, c'est plutôt cet holocauste, non, cette destruction sans image, non, on peut dire même, cette catastrophe. Donc les scripts, ça sera plutôt ça, pour Derrida. Non, parce que j'ai pensé à ce mot que tu utilises d'éclat, parce que l'éclat c'est vraiment particulier pour le choc aussi, parce que l'éclat c'est un choc, mais c'est un choc avec une restance d'image, avec une contingence en fait. Petite chose de contingence. Il y a deux choses dans l'éclat, il y a la lumière, la clarté, il y a l'éclair, la lumière, et puis il y a le morceau aussi. Oui, c'est vrai, mais je ne me rappelle pas du tout bien ce texte qui est très ancien. Oui, c'est la fin de ce texte que tu avais fait, c'est sur l'amour à Heidegger en fait, parce que tu as parlé aussi des stimules de ton identité affective ici, et donc, comme tu sais, comme il y a toute une chose sur cette réserve d'Heidegger à parler, pas du sexe, mais même de l'amour, Agamben il avait écrit, l'amour il a été jamais cité dans Sein und Zeit, et donc, imagine le sexe. Alors qu'en même temps, il en parle dans les lettres à Anna. Oui. Cela dit, là, Derrida ne parle pas d'amour. Hein. Non. Bon, je ne crois pas que... Non, je ne crois pas qu'il y ait le mot. Non. Mais bon. Moi, j'aimerais revenir à la question posée par Laura et à la mélancolie de Jacques Derrida. Et ma petite question, si c'est une question, ce serait le rapport de la mélancolie avec les exaspérations du mec par rapport à votre adoration, prosternation. Prosternation. Je ne sais pas si je dis prosternation. Oui. Lui, il dit prosternation. Vous aussi. Vous aussi. Oui, mais peut-être pour prendre des distances, non? Tout citer Kant. Hein? Tu cites Kant et tu dis la pensée il doit se prosterner pour l'accepter. Ah bon? Ça c'est la L'adoration est aussi prosternation. D'accord, alors je dis prosternation. Tu l'as écrit? Oui. Oui, alors pardon. À la mélancolie. Parce que je sais que Et ça, la mélancolie, oui, ça j'y peux rien. Voilà, hier on a parlé des écarts, je n'y peux rien. La mélancolie, je ne rentre pas dedans. Je vois bien que il y a une mélancolie, mais tout ce que je peux dire, c'est que moi je ne suis pas. oui. Mais évidemment, c'est sûrement un manque. Mais j'y peux rien. N'est-elle pas à l'œuvre dans les inspirations du mec? Ah oui, non, alors ça oui, bien sûr, oui, tout à fait. C'est que, en effet, il y a là l'exaspération du mec, c'est-à-dire tout, je m'écoute, je m'écris, etc., et doublé par le je manque, qui est complètement, à la fois obscène et totalement impossible. Bon, enfin, impossible, oui. C'est une... Oui, ça, je crois, la mélancolie doit toujours être travaillée par une rage une rage, soit de se débarrasser d'elle-même, soit d'arriver à rejoindre le point d'où elle sort, d'où elle s'ouvre, qui est justement le point d'un deuil archi-originaire. Et ça, je dois dire, c'est... Hein?
Oui, mais pour moi, les mois n'a pas cette coloration. Là, c'est vraiment une question de coloration, peut-être. Je ne dis pas que je sais quelle est la coloration de l'émoi pour moi, mais quand même, spontanément, je le dirais plutôt multicolore, polychrome, où je verrais s'ouvrir toutes les possibilités de la peinture, si on veut. Il y a d'ailleurs, si on veut, d'une certaine forme d'hallucination, mais bon. Mais en même temps, justement pas. Mais tandis que il y a dans la mélancolie, oui, ça, le nom le dit, c'est noir. Il y a une coloration noire. Comme l'encre. Comme l'encre, en effet. Comme l'encre, mais Derrida se servait beaucoup d'encre bleue. Soit dit en passant. Beaucoup, oui, c'est pas presque tout le temps. Enfin, non, c'est noir, c'est vrai, mais beaucoup, bleu, oui. Encre ou kilomètre. Mais la mélancolie, c'est une énorme question, parce que je pense que, en effet, il n'y a de mélancolie possible que sous la présupposition d'un soi. Et d'un soi, donc, affecté d'une perte, d'un manque originaire. Le deuil original. Hein? Le deuil original. Oui. Mais le deuil, pour être en deuil, il faut être soi-même, non? Soit endeuillé de soi, endeuillé, alors ça peut être soit endeuillé de soi. Et la mélancolie, quoi, selon Freud, c'est précisément l'impossibilité de sortir de soi l'objet du deuil, l'autre dont on est endeuillé. Et justement, cette présupposition du soi, en un sens, je pourrais dire, je m'étonne presque de ce que Derrida, qui justement fait tout pour la désupposer, cette présupposition, qu'il continue quand même à la présupposer infiniment, absolument infiniment, dans tout le processus dont il s'agit là. Évidemment, c'est extrêmement fécond. Et en particulier, c'est extrêmement fécond à travers là, mais aussi dans les textes de la carte postale d'ailleurs, du point de vue sexuel. Parce qu'au fond, il prend la différence sexuelle à un certain écart. Il ne le dit pas comme ça, mais parce que si on parle de mélancolie, on peut dire qu'il prend la différence sexuelle comme toujours endeuillée d'une non-différence sexuelle, elle-même collée dans la glu de la différence, et donc d'un hermaphrodisme. Alors il y a un texte qui est ailleurs, qui est dans la carte postale, je ne sais pas bien peut-être, mais où il lui écrit à elle, moi je rêve d'un hermaphrodisme, mais pas l'hermaphrodisme banal du personnage de l'Antiquité qui a les deux sexes. Non, d'un hermaphrodisme, il dit où tout est complètement confondu. Si c'est même... Alors je ne sais pas comment il dit, pas confondu, parce que confondu, il n'y a plus rien, alors, mais mêlé, bon. Et tout ce qu'il essaye désespérément à travers Glatte, pénis, vagin, castration, érection, le travestissement, être femme, là il y a une très très longue série aussi qui s'ouvre chez lui, comme on sait, de Éperon, cherche à écrire comme une femme, etc. Et d'ailleurs, à l'époque, il y a des féministes qui s'y sont pas trompés, qui l'ont attaqué pour ça, parce que ici, il peut pas devenir femme.
ou s'il le prétend, bon, mais justement, peut-être que la limite de ce reproche, c'est que justement, il peut prétendre devenir une femme, un homme le peut très bien, sans doute non sans travestissement. Je veux dire, pas forcément de vêtements, mais Et cela n'a rien à voir, je pense, rien du tout à voir avec l'appropriation, justement, dominatrice ou machiste de la féminité par un mâle. Donc, oui, ça c'est d'une très très grande fécondité, et je pense que ça c'est quelque chose que, en tant que post-déconstructionniste, que j'ai très envie de suivre, de travailler plus loin. Ça, c'est pour ça que cette conférence, elle fait pour moi partie d'un travail engagé là-dessus, sur oui, disons sur la différence sexuelle avec un A. Alors, parce que ça se déconstruit, serez-vous d'accord pour dire que, bien que dans des idiomes propres, c'est-à-dire singuliers, vous, Jean-Luc et Jacques Derrida, vous ne parlez que de ça, finalement? De ça, ah oui, comme il pense qu'à ça. Oui. Alors bien sûr, ça évidemment, il serait le premier, bien sûr. Finalement, je parle que de ça, et ça, c'est ça. Oui, oui, mais ça, justement. Ça, je crois que ça doit nous ramener à Freud et à la pulsion dont on a parlé hier, parce que maintenant, on oublie un peu tout ça, parce que pour nous, Freud, c'est tout un appareil théorique avec les quantités d'annexes et de compléments et d'analyses faites par d'autres, donc Derrida. Alors que, quand même, l'irruption, justement, l'événement irruptif de Freud, il ne faut pas l'oublier, ça a quand même été le sexe. Dans les années 20, 30, voilà, toute l'Europe dit, il y a un type, là, voilà, il dit que tout est sexuel. Alors, la plupart disent c'est un obsédé total. Et même, je me rappelle, comme ça, c'est une indication, dans une conférence d'après la guerre, de Lévinas qui, sans doute pendant la guerre avant, avait très peu connu de Freud, parce que ma connaissance, il n'y a pas de référence et tout. Alors il en a connu un peu plus, puis il est revenu à Paris, il entend parler autour de lui, et Lévinas, il comprend que Freud réduit tout au sexuel. Il le dit dans sa conférence, il dit, bon, vraiment, ça ne va pas. Mais pourquoi il dit ça, Lévinas? Parce que, bon, c'est l'image qu'il reçoit de Freud, et qu'il repousse parce que, justement, il est lui-même tellement intéressé à l'éros. Et donc, il éprouve le besoin d'écarter ce qui est quoi? D'écarter ce qui est vulgaire. Et oui, ça. Et pourtant, Lévinas, il avait eu un sens assez fort de ça. Mais bon. Alors, donc, on oublie ça. Or, je crois qu'il nous reste encore beaucoup à faire, beaucoup de travail pour comprendre ce que ça veut dire qu'à un moment de l'histoire de toute notre culture des pensées, comme ça, irruption du sexe. Je ne sais même pas très bien comment aller plus loin là pour le moment, mais je veux dire, ça touche absolument, c'est plus que toucher, à la pulsion, à la poussée, c'est-à-dire le sexe, peut-être que le sexe, le sexuel, bon,
de Freud chez Freud, dans son irruption chez Freud, n'est après tout encore que le nom pour l'irruption la plus profonde, qui est justement la pulsion. C'est-à-dire, c'est l'irruption de l'irruption même, au fond, peut-être. Peut-être c'est ça, Freud. C'est pour ça qu'il finit par dire notre doctrine des pulsions, c'est notre mythologie, enfin, les pulsions sont nos mythes. Et, bon. Et ça, c'est une... Il faut quand même dire que c'est une phrase presque incroyable. Quel autre penseur ou théoricien a dit voilà, mon affaire, là, ce que j'appelle comme ça, c'est ma mythologie. Je crois que Derrida aurait pu le dire, peut-être qu'il a dit quelque part d'ailleurs, que d'une certaine façon, même dans des opérations comme celle de Glass, il dirait un peu ça. Or, justement, ça me fait repenser à l'hallucination. Une mythologie, ce n'est pas du tout une hallucination. Qu'est-ce que c'est qu'une mythologie? Qu'est-ce que c'est qu'un mythe? Je dirais, en termes lévinassiens, pour le coup, je dirais, un mythe, c'est un dit, quelque chose qui est dit, récit ou comme on voudra, qui est indissociable de son dire. De son dire. Lévinas distingue le dire et le dit. L'énonciation et l'énoncé. Pas par hasard que dans tout le linguistique turn, il y a eu tellement de choses autour de l'énonciation et l'énoncé, le sujet de l'énoncé. Et on est de nouveau au cœur de l'affaire, là, je, J-E et je, J-E-U. Comment est-ce qu'on peut dire je sans jouer à le dire, mais jouant à le dire, on l'est, bon, etc., etc. Et donc, j'essaye de dire qu'avec Freud, peut-être ensuite qu'il faut un petit peu élargir, il faut dire que Freud il est lui-même dans une constellation où il y a Nietzsche, Kierkegaard à sa manière, et curieusement, dans les contemporains, il y a Bataille et Freud, et Heidegger, je veux dire. Les batailles qui, comme par hasard, est aussi sexuellement effervescent, c'est le moins qu'on puisse dire. D'ailleurs, Artaud aussi. Hein. Alors, donc pour dire que Freud, à ce moment-là, ce serait, je dirais, la pointe la plus visible, parce que chez lui, c'est le thème. Donc, et ce thème, c'est quoi? C'est justement la pulsion, l'irruption. Et ça vient à la place de quoi? Ça vient justement là où il y aura soit un sujet, soit Dieu, quelque chose qui justement n'était pas éruptif. Ou bien l'irruption est elle-même l'effet de la mort de Dieu et de cette sortie de soi du sujet qui est en effet bel et bien engagé par Hegel, comme Derrida l'a très bien vu. Donc voilà, tout ça pour dire que je crois que nous avons encore un certain chemin à faire pour j'allais presque dire pour bien décanter les choses et pour bien nous laisser considérer l'irruption, la pulsion comme telle, à travers, je dirais presque la figure du sexe. Mais si je dis ça, évidemment, je suis aussi sur une mauvaise pente, parce que je risque de recommencer à effacer un peu le sexe et de revenir de Derrida à Heidegger, de revenir des deux mains aux mains jointes. Bon, toujours cette croix. S'il n'y a plus de questions, je n'ai qu'à vous remercier de tout cœur
pour le privilège, cet instant d'éternité. Merci Jean-Luc. Merci.